Qui va être servie aux enfants. Est-ce que c'est la centrale de restauration? Est-ce que c'est bio? Est-ce que c'est quoi? C'est très souvent bio. Oui. Très souvent bio, ça veut dire quoi? Au niveau des fruits et légumes, c'est bio. Oui, mais on ne mange pas que ça. 40% de bio, c'est pas beaucoup. Hein. Est-ce que vous savez que le taux de cancer va augmenter considérablement dans les années qui viennent? Donc je veux bien que les cliniques privées vont gagner beaucoup d'argent, mais il est temps de passer au bio quand même. Vous avez complètement raison. C'est pas une polémique. Le problème, c'est que le bio en France, on ne peut pas l'assumer parce qu'on n'a pas suffisamment de producteurs, donc on l'importe. Il faut le savoir, ça. Donc on n'arrive pas, nos fournisseurs n'arrivent pas à nous fournir assez de bio. À Quélus, on pourra faire des jardins bio. À Quélus, il y a de l'eau, on peut faire des jardins bio. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire deux choses. D'abord, je voudrais dire que depuis toujours dans cette commune, nous avons pour la restauration scolaire une politique. Que cette politique, c'est que les enfants doivent prendre le repas, tous les enfants qui le souhaitent, qui le souhaitent plutôt, dont les familles le souhaitent, peuvent prendre le repas à la restauration scolaire. Nous avons à l'égard de celles et de ceux qui ont des difficultés, naturellement, une vraie politique sociale et humaine depuis toujours. Enfin, je rappelle que dans le cadre des menus, il y a une commission des menus que Philippe Chassaing suit avec intérêt, avec peut-être d'autres collègues. Et cette commission de menus, naturellement, est extrêmement vigilante sur l'équilibre nutritionnel des enfants. Je rappelle que nous considérons que les enfants dans les écoles, le fait qu'on nous les confie, le fait qu'ils puissent prendre un repas à midi, est pour nous une garantie qu'ils ont au moins un repas équilibré par jour. Je voudrais enfin rappeler que depuis toujours, et ça continuera naturellement, nous avons toujours essayé, enfin pas essayé, nous avons toujours voulu que les enfants disposent d'un choix, c'est-à-dire un choix entre un certain nombre de possibilités, aussi bien à l'entrée qu'en plat principal. Voilà pourquoi quand j'entends les débats aujourd'hui sur les menus scolaires, je suis effrayé par la petitesse des raisonnements. À partir du moment où vous donnez aux enfants des choix, tout le monde a accès sans difficulté à la nutrition le midi, quelle que soit sa religion, quels que soient ses goûts, quels que soient ses souhaits. On va appeler les choses comme ça. Voilà. Je voudrais quand même que nous sachions ça, parce que nous ici, tous ces débats puérils que je lis ici, malsains, parce qu'en fait c'est plus malsain que puéril, ici ne peuvent pas avoir cours, parce que nous avons toujours une politique linéaire dans cette affaire. Si vous pensez que le bio est puéril, alors j'ai une... Non mais attends, je n'ai pas dit ça. Moi c'est pas une polémique, je vous demande ça par je n'étais pas sur votre propos, j'étais sur le mien. Le puéril était sur d'autres considérations que vous pouvez retrouver sur Internet, dans la presse, qui n'ont rien à voir avec le bio. Le bio, nous avons depuis longtemps lancé, dans les consultations du parti de bio. Je rappelle quand même que moi je ne suis pas médecin, Philippe Chassaing l'est, mais je rappelle quand même qu'aujourd'hui il y a des débats sur le bio. D'abord on a des incertitudes c'est pas des certitudes à 100%. Dans les appels d'offres, nous savons qu'aujourd'hui le bio, c'est très difficile pour les entreprises qui répondent compte tenu qu'ils n'ont pas que Castelnau, à pouvoir maintenir une masse de bio sur l'ensemble des collectivités. Parce que quand on dit on est à 40%, on pourrait passer à 100, oui bien sûr, mais pourquoi on passerait à 100 à Castelnau et pas au Cress, pas à Lunel ou pas à Pézenas. Bon, donc ça veut dire que ceux qui ont un certain nombre de restaurants scolaires, de restauration scolaire à fournir, ils ont des problèmes d'approvisionnement que nous avons le devoir de comprendre, de connaître en tous les cas. Et naturellement, nous devons aussi avoir des garanties. Et quand Philippe Chassaing nous explique que le bio vient de l'étranger, c'est comme quand moi on m'explique que les médicaments génériques arrivent de Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous lirez à ce sujet, ce que ça intéresse, les rapports de l'Académie de médecine sur le sujet. Voilà.
fait par... On peut quand même rassurer M. Mar en lui disant que nous sommes très attentifs à faire le maximum de bio. C'est évident. Nous avons un médecin nutritionniste également. Et de diversité. Et de diversité. Peut-être encore plus important que dans le cahier des charges de consultation, Voilà. on est très rigoureux sur l'équilibre alimentaire, sur la composition des repas, sur l'équilibre alimentaire et la composition des repas. C'est bien qu'on est environné, je ne vais pas vous faire une leçon de ça, parce que j'ai utilisé ça à l'époque, on est environné de 100 molécules cancérigènes et que les petits, nos enfants, prennent très vite des... Vous savez que la génération d'après-guerre, qui a mangé bio pendant 10-15 ans, vivra plus vieux que les nouvelles générations maintenant. Ouais, déjà, ils n'ont pas mangé pendant 5 ans. Non, d'après-guerre, je pense. Ceux qui sont nés après-guerre ont mangé 10 ou 15 ans du bio. Et ils vivent plus vieux que les jeunes qui naissent maintenant. Ça, c'est prouvé, c'est pas moi qui le dis. Donc, vous êtes en train gentiment de me dire que nous allons, pour cette table, finir centenaire. C'est Mais vous, génial. vous c'est sûr. Il n'y a aucun sénateur qui arrive moins de 98. Oui, il y en a. 3 mandats. Il y en a même un, mais il est de d'autres formations politiques. Bon, mes chers collègues, ceci étant dit, je le mets aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il a été ainsi décidé. Dans la première délibération, c'est 1 000 € par logement. Dans la deuxième, c'est environ 1 800 par logement. J'imagine que c'est parce qu'il y a une grille selon qu'il s'agit de PLUS, de PLS ou de PLAI. Donc on aimerait bien, mais hors conseil, pour ne pas embêter les conseillers, hors conseil, il y aura la grille qui vous sert pour les établir. Monsieur Rouillot, 30 000 € pour 3 logements et 110 000 € pour... 61. Non, mais c'est lié aux réservations. Réservation, oui. Oui. Parce que dans les logements, c'est pas, dans les constructions de logements sociaux, la commune a un contingent de réservations qui lui sont directement attribués. Les autres logements sont gérés par les divers organismes qui font les réservations, soit du 1% logement, soit la préfecture d'Hidalgo, etc. Donc nous avons pour 30 000 €, nous aurons 3 logements réservés au contingent purement communal, et pour 110 000 €, nous aurons 11 logements réservés au contingent strictement communal. D'accord? Donc c'est le montant... Merci, Catherine. Donc, opération immobilière, Prado Concorde, bilan de la concertation. Donc, par délibération du 13 novembre 2014, le conseil municipal a décidé de valider le principe de la cession à titre onéreux de l'ancienne gendarmerie place Charles de Gaulle, propriété communale, en vue de réaliser une opération immobilière répondant au contexte urbain. Le conseil municipal a décidé d'opérer cette cession foncière après une mise en concurrence préalable et sur la base d'un cahier des charges d'intégration urbaine et d'un règlement de consultation approuvé lors de cette même séance de conseil municipal. Le conseil municipal a aussi désigné un comité ad hoc chargé d'encadrer le choix du futur acquéreur des parcelles communales et une maître d'ouvrage de l'opération. La mise en concurrence foncière s'est opérée par annonce de presse effectuée dans le Midi Libre, la Gazette de Montpellier, le Moniteur des travaux publics, entre les 21 et 3 décembre 2014. Donc à la limite de réception des offres, fixée au 19 janvier 2015, 3 dossiers de candidature ont été déposés. Et le 13 février 2015 a été sélectionnée l'offre du groupement Hélénie-Sopalia comme étant la plus intéressante. À l'unanimité, les membres de ce comité ont donné un avis favorable au projet avec les grandes lignes dont vous avez dans la délibération. Le projet d'une superficie totale de 28 000 m² comporte 20 000 m² de logement et 8 000 m² d'activité. Le projet que le groupement Hélénie-Sopalia envisage de dénommer Prado Concorde repose sur un concept architectural novateur de densité et de légèreté. Le financement des travaux extérieurs à l'opération, et notamment les équipements publics utiles à l'aménagement du secteur Charles de Gaulle, donnera lieu à l'approbation d'un projet urbain partenarial, PUP, ainsi que prévu par la délibération du 13 novembre 2014. Donc, la convention de PUP fera l'objet d'une délibération en conseil métropolitain compétent en la matière, sachant de plus que les équipements publics prévus relèvent de compétences désormais exercées par la métropole, c'est-à-dire la voirie, l'aménagement d'espaces publics ou le parc de stationnement. L'établissement du programme de ces équipements publics a fait l'objet d'une concertation exemplaire entre les services de la métropole, de la TAM, mais aussi ceux de la commune et du promoteur. Dans sa délibération numéro 2015-06-12 du 26 juin 2015, le conseil municipal a approuvé les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ouverte en préalable à cette opération d'aménagement et de renouvellement urbain au sens de l'article L302 du Code de l'urbanisme.
Donc la concertation prévue pendant toute la durée du projet associe les habitants, les associations locales et toute personne intéressée selon les modalités suivantes. Donc une information sur les modalités de cette concertation sera effectuée par voie d'affichage à l'hôtel de ville, dans tout lieu habituel d'affichage. Un registre destiné aux observations, avis et suggestions sera remis à disposition du public à l'hôtel de ville. Un dossier comportant plan et études en cours sera mis à disposition aussi à l'hôtel de ville. Un ou plusieurs articles d'information seront publiés dans le magazine municipal. Une ou plusieurs réunions publiques pourront être organisées. La concertation sera l'objet d'un affichage en mairie. Elle fera également l'objet d'une insertion dans un quotidien local diffusé dans tout le département. Et à l'issue de la concertation, c'est aujourd'hui, le conseil municipal tirera le bilan de la concertation et le dossier définitif sera alors arrêté et tenu à disposition du public. Donc l'ensemble des modalités définies dans la libération du 26 juin 2016 étant été remplies, Monsieur le sénateur maire tire le bilan suivant de la concertation. Donc la concertation a revêtu la forme suivante. Donc des moyens d'information utilisés, donc une information par voie d'affichage à l'hôtel de ville, en mairie annexe et au pôle technique municipal à compter du 8 juillet 2015. Une information sur les modalités de cette concertation a été mise en ligne sur le site internet de la ville, ainsi que sur le fil Twitter de la ville à compter du 8 juillet 2015. Une information sur les modalités de cette concertation a été publiée par voie de presse dans la Gazette de Montpellier du 9 juillet 2015 à 1412 à la rubrique Annonce légale. Une information sur les modalités de cette concertation a été publiée dans le magazine municipal numéro 161 de septembre-octobre 2015. Une information sur la réunion publique de concertation a été effectuée par voie d'affichage à l'hôtel de ville, en mairie annexe, au pôle technique municipal à compter du 18 novembre 2015. Une information sur le contenu du projet a été publiée par voie de presse dans la Gazette de Montpellier, la numéro 1423 du 24 septembre 2015. Et une information sur le contenu du projet a été publiée par voie de presse dans le Midi Libre du 24 septembre 2015. Une information sur la réunion publique de concertation et sur le contenu du projet a été publiée dans le magazine municipal numéro 162 de novembre-décembre 2015. Une information sur la réunion publique de concertation a été mise en ligne sur le site internet de la ville ainsi que sur le Twitter de la ville à compter du 18 novembre 2015. Une information sur la réunion publique de concertation a été publiée dans la Gazette de Montpellier, la 1430 du 12 novembre 2015. Une information sur la réunion publique de concertation a été aussi publiée dans la Gazette de Montpellier, la 1432 du 26 novembre 2015. Et enfin, la réunion publique a été organisée le 27 novembre 2015 à 18h30 dans la salle polyvalente de l'école Verpart. Les moyens offerts au public pour s'exprimer et engager le débat. Donc, un dossier comportant plan et études en cours a été mis à disposition du public à l'hôtel de ville au jour et l'heure ouvrables habituels pendant toute la durée de la procédure. Un registre destiné aux observations, avis et suggestions a été mis à disposition du public à l'hôtel de ville au jour et l'heure ouvrables habituels pendant toute la durée de la procédure. Et une réunion publique a été organisée le 27 novembre à 18h30 dans la salle polyvalente de Verpart. Et aussi une adresse mail dédiée a été mise en place, concertation@castelnau-es.fr. Donc la concertation relève les points suivants. L'essentiel des remarques relevées, à la fois sur le registre de concertation et évoquées lors de la réunion de concertation, sont liées à la circulation et au stationnement. Le rond-point Charles de Gaulle étant situé à la convergence de plusieurs axes de circulation majeurs, avenue Georges Frêche, avenue de la Justice de Castelnau, route de Nîmes, avenue de l'Europe, avenue Aristide Briand, supporte un trafic dense. Par ailleurs, la présence de la plateforme de tramway pose une contrainte d'emprise ainsi que le fonctionnement des feux. Les riverains souhaitent que la charge de véhicules supplémentaires générée par l'opération soit prise en compte dans le projet. Les observations concernant le stationnement demandent que le nombre de stationnements prévus soit calibré aux besoins des futurs habitants et des futurs utilisateurs du quartier, tant pour les logements que pour les activités. Les observations ont été examinées et prises en compte de la manière suivante. La circulation autour du futur programme a fait l'objet d'une étude spécifique par le bureau d'études Transitec. Des aménagements sont prévus, comme par exemple la création d'une file d'insertion de la rue du Prado vers la place Charles de Gaulle. La suppression du tourne à gauche de l'avenue Aristide Briand vers l'avenue de l'Europe au niveau du feu, la suppression des boutons poussoirs des feux de piétons, des feux place Charles de Gaulle, l'optimisation du cycle des feux.
Un travail en collaboration avec Montpellier Méditerranée Métropole en charge de la voirie, la TAM en charge du tramway, la commune et le promoteur est mené depuis le début du projet et fera l'objet de toutes les attentions tout au long de l'avancement du projet. Le stationnement prévu autour et dans le futur programme met en adéquation les exigences du PLU, les règles législatives restrictives en matière de stationnement pour les logements sociaux, les logements étudiants, les résidences seniors dans le périmètre de dessert du tramway, ainsi que les besoins commerciaux de l'opération. L'opération prévoit 40 places de parking public en aérien aux abords de la résidence étoile, 12 places publiques de dépose minutes en aérien rue du Prado, ainsi que 195 places ouvertes au public en sous-sol de l'opération, avec la création d'un parking mixte TAM public, et pour les résidents, un stationnement prévu donc de 345 places de parking privé. Il est donc proposé au conseil municipal, vu l'article L302 du Code de l'urbanisme, vu la délibération numéro 2015-06-12 du 26 juin 2015, approuvant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, considérant que l'ensemble des modalités définies dans la délibération du 26 juin 2015 ont été remplies, de tirer le bilan de la concertation tel qu'exposé précédemment. Et donc cette présente délibération sera transmise en préfecture et fera l'objet d'un affichage en mairie. Vous êtes donc invité à délibérer. C'est M. Laforgue. Il est très sympathique, monsieur. J'ai une petite question de terminologie que j'arrive pas à comprendre. Ça, c'est les urbanistes, les architectes qui ont une poésie particulière. Par exemple, créer une greffe urbaine entre la ville et le Lez. Là, j'avoue que c'est la poésie pour moi intégrale, quoi. Vous avez planté des oliviers il y a très longtemps dans le lit du Lez. Ça, c'est pas bien. Un olivier ne vit pas dans le lit d'une rivière. Donc, j'ai des doutes quant à l'occupation des sols entre la nature et les constructions de votre part. J'aimerais être rassuré là-dessus. D'autre part, moi qui suis en vélo toute la semaine, ça pue vraiment la merde dans le carrefour. Donc ça a beau s'appeler Concorde, il faudrait quand même faire un effort parce que déjà vous n'êtes pas très créatif au niveau des noms. Hein. Concorde, le machin, le France, Charles de Gaulle, ben encore ça va, je suis gaulliste moi-même. Mais je sais pas, ça va être le Wagram bientôt, ça va être le Rivoli, c'est déjà fait. Soyez un peu créatifs, je sais pas, il y a un truc qui on a l'impression qu'on est colonisé de l'intérieur. Nous sommes dans le bilan de la concertation, si vous pouvez vous tenir au sujet. On est là, on est la veille de Noël, on peut se marrer quand même, non? Oui, enfin, moi je trouve pas ça très marrant, mais si ça vous... Ah si, c'est marrant, ça pue la merde, c'est vrai. Et personne n'est en vélo ici apparemment, ça sent la merde, je suis désolé. Donc vous mettez 5 libellules dans la merde, non, je rigole, c'est de l'humour très mal placé. Pour les gens qui vont habiter là, un peu de respect, qu'est-ce que vous pensez? Ma question, voilà, excusez-moi, j'étais un peu long. La question est, qu'est-ce que vous allez faire pour enlever l'odeur de cette station de collectage qui sent vraiment fort? Est-ce qu'il y a prévu dans les travaux un truc de purification, d'un filtre? Non, c'est vrai, venez avec moi un jour en pied, on va sur le pont, et ça va être formidable comme balade, déjà, entre nous, et vous verrez l'odeur de merde qu'il y a. Madame Der a pris note de vos remarques. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Quelques points sur le bilan de cette concertation, qui est effectivement quelque chose d'important. Premièrement, nous avons pris note du fait que dans les chiffres qui figurent sur les parkings publics et les parkings privés, il y a au total une augmentation de 10% des places de parking par rapport à ce dont nous avions discuté à l'occasion du conseil municipal du mois de septembre, puisque c'était venu au mois de septembre. À l'époque, vous nous aviez dit qu'on parlait pour ne rien dire. On pense qu'on a eu raison de dire que... Vous y êtes pour rien, hein. Monsieur Rouillon, je voudrais vous arrêter 2 secondes. Oui. À l'époque, vous nous aviez dit mais je ne peux rien à cause de la loi du flot, etc. Non, on avait eu des propos politiciens. Monsieur Rouillon, je crois que vous mélangez tout. Hein, ou alors vous n'avez pas de mémoire. Aussi. Bah écoutez, alors il faudra que vous franchiez entre la mémoire et le mélange. Pour nous, les choses, le point fort à porter sur les parkings extérieurs, qui aujourd'hui sont ce qu'ils sont, qui seront très différents, et Frédéric Laforgue là-dessus a été très vigilant, et sur le parking enterré, enfin le parking souterrain, parce que ce n'était pas un pari gagné, et moi tant que je n'ai pas gagné quelque chose, je ne l'annonce pas. Bon, donc ça veut dire que là où nous avons porté les efforts à porter, hein, sur le bâtiment naturellement, mais sur cet environnement qui pour nous est très important. Pourquoi?
parce que nous avons pris en compte, nous avons pu prendre en compte, parce que prendre en compte c'est normal, on est très réceptif à ce que nous disent les riverains, nous avons absolument voulu que l'extérieur de la place devienne davantage un stationnement de courte durée pour les commerces et pour toutes les professions qui sont là, hein, et que naturellement pour le stationnement de plus longue durée, et en particulier pour les utilisateurs du transport en commun à site propre, nous ayons un stationnement souterrain. Enfin, je voudrais vous dire que c'est vrai que tout ça est très compliqué à gérer parce que les textes qui, je le rappelle une fois encore pour la 100e fois, que les textes qui font obligation dans le compte, notamment pour tout ce qui est les logements sociaux, entre autres, que dès lors qu'on est à côté d'un tramway, là on est à moins de 500 mètres, là on n'est pas à 500 mètres, on est à 5 cm, on a des obligations de limiter le nombre de places de parking à une demi-place de parking, etc., etc. Bon. Donc ça veut dire que tout ça, nous l'avons parfaitement intégré. Nous avons voulu aller au maximum, il y a des négociations, tout se discute, parce qu'à l'arrivée, il y a de l'argent. Vous avez une chance, c'est que vous ne discutez pas, vous êtes déconnecté des problèmes économiques, mais nous, on y est confrontés. Donc, étant confrontés aux problèmes économiques, il faut que les opérations, elles s'équilibrent, parce que je me permets quand même de vous rappeler, hein, que ce sont les logements privés qui paient le delta des logements sociaux, quand même. Il faut quand même le savoir. Hein. Bon, parce que ça, vous ne le dites pas, mais moi je le dis. Hein. Donc ça veut dire que quand M. Durand achète un appartement à tel truc, il paie une partie de l'appartement de M. Dupont, hein, que va habiter M. Dupont en tant que social. Hein. Je vous le dis quand même au passage. Hein. Voilà. Donc quand je vous ai dit tout ça, je voudrais que vous soyez plus modeste dans vos analyses. Mais je termine mon intervention. Donc nous avons optimisé les choses parce que c'est notre devoir de le faire. Je termine mon intervention, puisque vous m'avez coupé la parole, c'est pas grave. Donc nous pensions qu'il y avait une marge de négociation, et il y a eu une marge de négociation sur ce point-là, et nous nous en félicitons. Néanmoins, il y a deux problèmes qui nous paraissent se poser encore. Le premier, c'est que le parking public repose sur une hypothèse de foisonnement des usages, qui est une hypothèse sur le fond tout à fait légitime, puisque les usages des usagers de la TAM, des usagers des résidents ou des usagers des services ne seront pas les mêmes en termes d'horaire de stationnement. Donc il est logique qu'il y ait une hypothèse de foisonnement, ça ne nous choque pas du tout. Mais si cette hypothèse est trop sous-dimensionnée, il y aura un problème, puisqu'on est là dans un secteur extrêmement contraint sur le plan des circulations et sur le plan des espaces. Et donc, s'il y a trop de problèmes, il faudra faire un complément de parking public, soit devant l'immeuble étoile, soit sur le 4e côté de la place. Parce que ce qui n'a pas été mentionné non plus dans la délibération, c'est qu'il y a une délibération qui va être votée à la métropole mercredi, qui concerne l'urbanisation du 4e côté de la place. Et pour lequel, à la métropole, il sera prévu que les promoteurs de cette 4e côté seront également mis à contribution dans le cadre des travaux de la place Charles de Gaulle. Donc, pour avoir une vision un peu complète de cette affaire-là, on voudrait dire qu'il faut être très vigilant sur cette question, puisque cette hypothèse de foisonnement va marcher ou ne pas marcher, et si elle ne marche pas, il y aura des travaux complémentaires à faire. Et puis, dernier point, les riverains ont, dans la réunion publique que vous avez menée, les riverains ont souligné la difficulté qu'il y aurait à sortir de la rue du Prado, soit pour les riverains, soit pour les deux parkings publics et privés, soit pour les gens qui viendront déposer leurs enfants à l'école Montessori. Il y aura des difficultés de sortir pour tous ceux qui veulent aller vers le CRES, puisque pour aller vers le CRES, il faudra dans un premier temps passer par le rond-point qui est à proximité du pont de l'Europe. Ce qui, aux heures de pointe, pose évidemment des problèmes que chacun d'entre nous peut imaginer. Donc, par rapport à ce problème-là, vous aviez dit, mais les riverains ont dit, mais pourquoi pas envisager un passage sous le tramway qui permettrait une évacuation, et là vous avez répondu, mais n'y pensez pas de façon extrêmement rapide. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, combien ça coûte, etc. J'ai trouvé que vous répondiez de façon vous répondiez de façon très cavalière à ce que disaient les riverains. Monsieur Houillot, avoir des idées à plusieurs centaines de millions, c'est à la portée de tout le monde. Hein, mais je vous le dis quand même. J'imagine que c'est pas plusieurs centaines de millions. Non, mais attendez, monsieur Houillot, il faut arrêter de hein, il y en avait un, bon ouais, je ne vais pas aller plus loin.
Mais si vous voulez, ce qui est exaspérant, parce que bon, c'est exaspérant parce que quand on se veut d'un certain niveau, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ou alors il faut accepter d'être comme on est. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, d'abord là, on est vraiment dans un milieu urbain dense. On n'est pas sur le large. Quand j'ai été l'un des élus il y a fort longtemps. On est à Castelnau-le-Lez, dans l'agglomération, à 10 minutes de la place de la commune. Concernant le parking et le foisonnement, il est acté par la métropole, parce que naturellement, on sait comment ça se passe ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça se passerait différemment à Castelnau et par la table naturellement. Je puis vous dire que Frédéric Lafort, Marine Sarrazin, moi-même, Catherine Der, nous avons mené un grand combat pour arriver à obtenir tout ça. Ça ne s'est pas fait comme ça, ça ne s'est pas comme ça. Voilà. Parce que ce n'était pas du tout la politique de la TAM il y a quelques temps. Je me permets de vous le rappeler, ceux qui étaient au conseil municipal, ceux qui suivaient le dossier il y a quelques temps, savent qu'ils ne voulaient pas ce parking enterré, ils ne voulaient pas qu'on fasse des choses comme ça. Bon, nous y sommes arrivés avec beaucoup de patience et beaucoup de pédagogie. Voilà. Pour ce qui est ensuite du dossier dont vous parlez, qui passera au prochain conseil d'agglomération, c'est effectivement une préservation. Nous voulons éviter que quelques zozos nous fassent n'importe quoi en piétinant l'intérêt général. Donc on prend des dispositions qui sont des dispositions et qui gèrent en même temps l'entrée de la ville de l'Europe. Voilà. Donc je voulais vous dire cela parce que, et j'espère que vous aurez peut-être les mêmes exigences ensuite sur d'autres projets qui sont en périphérie de ce secteur, puisque un jour vous avez fait allusion. Merci. Je le mets au voie. Y a-t-il des avis contraires? Abstention. L'abstention, c'est qui? Vous vous abstenez, vous, M. Rouillon? Non, les élus Castelnau demain. Donc ça, oui, demain. Oui, demain. D'accord. Pas aujourd'hui, vous l'avez remarqué. Castelnau demain. Le Parti Socialiste s'abstient. C'est son droit de poster. Affaire suivante. Tout le monde y a participé à cette prise de conscience depuis bien longtemps. J'ai de temps en temps, je raille parfois les écologistes, mais ils sont à l'origine. Il y a peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont à l'origine d'une prise de conscience. Bon, aujourd'hui, ils ne sont plus en tout, mais il y a 30 ans, non, mais ce que je dis, je ne cherche pas de polémique. Maître Olivier pour la COP. Non, mais bon, c'est bon. Donc aujourd'hui, on voit évoluer les choses, l'écologie politique, tout ça. Bon. Mais aujourd'hui, toutes les communes de France sont engagées, toutes les collectivités sont engagées, l'État est engagé, les entreprises sont engagées. Donc il y a une vraie prise de conscience dans nos pays européens, et je l'espère partout sur la planète. Nous, ici à Castelnau, et ça je souhaiterais que notre collègue le mette en évidence, nous avons pris un certain nombre d'années des mesures. Vous vous souvenez, Frédéric, ça a été ces mesures. Aujourd'hui, on est en mesure de vous dire le fruit, de ces mesures. Et je vais éviter la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, il était extrêmement important au moment où la COP21 s'est achevée, où elle a fixé des orientations, des caps importants, de rentrer aussi dans le concret et de montrer que les communes, en proximité immédiate, mènent des actions qui vont dans le sens de l'atténuation du changement climatique et qui vont permettre de réaliser les objectifs qui sont fixés au niveau international. Voilà, donc effectivement, je vais être un peu moins poétique et un peu moins dans la symbolique que monsieur le maire, mais j'aimerais quand même porter à votre connaissance quelques éléments d'information qui permettent d'apporter en cette fin d'année aussi, puisque c'est bientôt Noël, une lueur d'espoir. Il n'y a pas que la COP21 qui apporte cette lueur. Voilà, nos actions, à notre niveau, apportent aussi cette lueur et contribuent à cette lueur générale. Voilà, donc je vais vous faire part d'un certain nombre d'actions qui sont des actions menées en matière d'efficacité énergétique, en matière de limitation des consommations énergétiques. Donc vous voyez, on rentre tout de suite dans des choses moins drôles, mais très très importantes. Donc je voudrais vous dire que toutes les actions là, qui sont menées depuis plusieurs années, elles le sont parce que la commune a ce réel souci de mener ses actions, d'aller dans ce sens, mener ses démarches.
Et elle l'a fait en s'engageant à travers différentes conventions, en s'engageant au niveau des écomères en 2009, en signant la Convention des maires. Bon, ce sont des actes et des documents qui font qui sont ouvertes à des communes qui s'inscrivent dans des démarches de développement durable et qui ont des priorités en matière environnementale. En 2007, un peu plus tôt, en 2007, la commune avait, très soucieuse de ses consommations de fluides, d'énergie et d'eau, avait ouvert un service exclusivement dédié aux fluides, ce qui était quelque chose d'assez rare. Voilà. Donc ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que la commune a quand même une démarche très novatrice. C'est important de le dire. Beaucoup de gens de la commune ne savent pas ce qui se passe sur la commune. Voilà. Nous sommes les premiers porte-parole de tous les efforts que notre commune fait. Donc pour revenir à ce qui a été fait concrètement, en 2006, en matière d'éclairage public, la commune a s'est engagée dans un partenariat public-privé, valable 15 ans, et qui permet de moderniser les installations de points lumineux. Il y en a 3500 sur la commune. Donc ces installations sont modernisées, sont en cours de modernisation jusqu'à l'échéance, jusqu'en 2021. Ça permet de faire des économies d'énergie, de réduire les consommations. Donc là, j'ai des chiffres, 17% d'économie d'énergie jusqu'à 2021. Voilà. Alors ça se traduit par différents éléments, différents moyens d'action, notamment la mise en place d'horloges astronomiques qui permettent d'éclairer ou d'éteindre l'éclairage en fonction du lever ou du coucher du soleil, ce qui fait que toute la commune est éclairée ou n'est plus éclairée au même moment. Voilà. Que vous dire d'autre? Il y a la mise en place d'éclairage LED. Voilà. Donc des nouveaux systèmes, des nouveaux procédés techniques qui permettent d'éclairer mieux en consommant moins. Voilà, on peut le faire chez soi, ça se fait aussi sur la commune. Ça se fait alors dans différents lieux, dans différents bâtiments. Ça se fait sur la voie, sur la voirie, ça se fait dans des bâtiments. Ça se fait par exemple sur le cours de tennis municipal de Castelnau. Voilà. Donc il y a eu une économie réalisée, enfin de 30% d'électricité. Et aussi, ce qui est important, pas seulement la réduction des consommations, évidemment, mais aussi le confort. C'est ça qui est visé, c'est la meilleure efficience, c'est le meilleur service rendu pour un coût moindre. Et le service rendu, il est excellent, puisque le confort visuel est au-delà des normes de la Fédération française de tennis. Au Palais des Sports également, il y a eu des modifications dans l'éclairage, puisque le salon VIP et les couloirs ont déjà fait l'objet d'un remplacement des éclairages traditionnels par du LED. Voilà. Et puis on a également équipé de minuterie certains espaces qui sont des espaces de présence temporaire, comme les vestiaires et les couloirs. Bon, quelque chose de très important aussi au Palais des Sports, qui est très, très consommateur d'énergie en matière d'éclairage. Dans le salon, dans la salle d'honneur, les 8 projecteurs halogènes de 1000 watts ont été remplacés d'ores et déjà, par 16 projecteurs LED de 72 watts. Voilà, ça fait donc une puissance installée qui est diminuée de plus de 85%. Voilà. Bon, alors je vais pas... Alors ça fait aussi de l'argent, ça se traduit par de l'argent en moins à payer. Voilà, donc là l'économie réalisée est de l'ordre de 3 800 € par an, voilà, pour un investissement qui est beaucoup moindre. Voilà, donc c'est ça aussi, lutter contre le réchauffement climatique, c'est le faire aussi jour après jour au niveau des équipements de la commune, sur le territoire de la commune. Je passe certains exemples, il y en a plein. Bon, en matière de mobilité durable, nous nous sommes équipés d'un véhicule électrique. Nous avons remplacé un véhicule thermique par un véhicule électrique, la Zoé. Ça, c'était en juillet 2013. Nous avons, donc évidemment, vous savez qu'un véhicule électrique en termes de consommation n'émet pas en termes d'usage quotidien, n'émet pas de polluants. Et ça revient à 1 € au 100 km. Voilà. Et la ville s'est également équipée de 7 vélos électriques pour favoriser les déplacements doux interservices. Bon, en matière de déchets,
Nous favorisons le recyclage du papier blanc de bureau, ce qu'on appelle le papier graphique. Donc en 2014, ce sont 5 tonnes de papier blanc qui ont été recyclés, ce qui a donc donné 4,5 tonnes de papier recyclé produit. Ça correspond à 1750 ramètres de papier de 500 feuilles. Voilà. Alors, le recyclage du papier, ça fait partie de l'économie circulaire qui va très certainement être en développement, en grand développement. Les chiffres en France sont de l'ordre de 50% à peu près. L'Allemagne recycle environ 70 à 75% de son papier graphique. Donc on a des marges de manœuvre, des marges de progression. Évidemment, j'encourage tout le monde à recycler son papier graphique. J'ai appris récemment qu'il n'y avait pas de papier à recycler, il y a des papiers à recycler. Voilà. Donc, selon la qualité des papiers, on peut obtenir des papiers recyclés de très très grande qualité, très blancs et vraiment très très beaux. En matière de biodiversité, alors nous avons installé des ruches sur le pôle technique, alors sur les toits, parce qu'il y a eu des soucis de vandalisation de ruches sur l'ancienne gendarmerie. Donc, bon, là, on a pris l'option de les installer en hauteur hein, pour les éloigner des mains voilà, mal intentionnées de ce genre. Donc, sur la salle des mariages également, une ruche est installée qui va bientôt accueillir un essa. Bon, et je voudrais finir par l'écoquartier du domaine de Caylus. L'écoquartier du domaine de Caylus est en cours d'aménagement, vous le savez. Vous savez où il se situe, vous savez qu'il est dans un espace naturel d'environ 60 hectares, qu'il y a 24 hectares qui sont aménagés, dont 15 sont consacrés à des espaces végétalisés. Il va accueillir 645 logements, bon je passe là-dessus. Ce qui me semble important de relever aujourd'hui, c'est de dire que cet écoquartier est en voie de labellisation. Il correspond à des critères qui ont été posés par le ministère du Logement, de l'égalité du territoire et de la ruralité. Ce qui fait que ce logement, enfin cet écoquartier, pardon, a obtenu, là au mois de décembre, début décembre, un diplôme qui est une deuxième étape dans la démarche. Et ce diplôme, c'est pour dire que cet écoquartier est engagé dans la labellisation. La dernière étape sera celle de la labellisation en tant que telle. Ça veut dire que ce quartier correspond à des critères, que notamment c'est un quartier sain et sûr pour ses habitants. Ce sont des experts extérieurs hein, qui apprécient cela. Ce n'est pas la ville, voilà. Et c'est l'État qui pose les critères. Voilà, il faut savoir que sur cet écoquartier, il y aura un réseau de chaleur bois qui contribuera pour 80% à l'énergie renouvelable sur cet écoquartier. Un éclairage public LED avec détection de présence. Et des bâtiments qui seront en normes RT 2012, donc qui sont les dernières normes en matière énergétique pour le bâtiment. Et enfin, ce sur quoi on pourrait terminer, c'est le pôle petite enfance qui va être construit au sein de cet écoquartier. Ce pôle petite enfance qui va à la fois regrouper des classes de maternelle et des classes de crèche, sera un bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire qu'il va produire plus d'énergie qu'il ne va en consommer. Il est orienté bioclimatiquement, il y a eu un travail monstrueux, hein, de même que pour l'obtention de la labellisation, enfin du processus de labellisation pour l'écoquartier du domaine de Caylus. Il y a eu un travail considérable qui a été mené à la fois évidemment par les services qui ont été associés à toutes les phases du projet, et puis par les architectes, par les AMO, qui a fait qu'au final, le pôle petite enfance a reçu fin octobre la médaille d'or de la conception, c'est encore en phase conception, du bâtiment durable méditerranéen. Voilà, il y a beaucoup de processus engagés dans ce bâtiment qui sont extrêmement importants. Obtenir la médaille d'or, c'était obtenir 80 points sur 100. Je peux vous dire que ça a été difficile. Il y a eu un travail très minutieux qui a été mené. Voilà, donc je voulais terminer sur cette note qui est quand même
positive. Il y a du travail encore, c'est vrai, mais il faut aussi dire quand il y a de bonnes choses qui sont faites, voilà, et qui contribuent à ce qu'il y ait une réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la globalité de la planète. Oui, soyez gentil. De parler de biodiversité, non, mais soyez gentil, monsieur. Et vous utilisez 3 arbres depuis 30 ans ici, et que l'olivier n'a aucun pouvoir anti-réchauffement climatique. Planter un olivier à la COP21, excusez-moi, soyez gentil, vous parlerez après. Je vais quitter l'Assemblée prochainement, est-ce que je peux dire que ça c'est positif? 2 minutes, soyez 2 minutes, je ne t'empêche pas de parler, mais c'est fini. Ça marche d'être là, des bénévoles, de venir se casser les... Non mais attendez monsieur, je vous interdis pas de parler, je vous demande seulement de nous laisser terminer. Voilà, c'est pas un exploit ce que je vous demande. Voilà. Vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez monsieur, il n'y a pas de souci. Nous sommes prêts à tout entendre. Oui, alors la commune a récemment fait le choix d'acheter de l'électricité 100% renouvelable à partir du 1er janvier 2016, effectivement. C'est très important de le noter parce que certains Castelnauviens étaient très attachés à ce service rendu avec de l'énergie renouvelable. Alors, je voudrais dire 2 choses. Je voudrais dire que la labellisation de l'écoquartier Kélus. Aujourd'hui, l'écoquartier Kélus est labellisé écoquartier. Hein, je ne sais pas si le diplôme, là on a un diplôme signé du ministre, Madame Sylvia Pinel. Madame Sylvia Pinel. Bon, naturellement, la labellisation définitive, c'est une fois que c'est fini. Bien sûr. Aujourd'hui, on est labellisé en fonction du dossier, de la conception. Hein. Inutile de vous dire que c'est un travail extraordinairement contraignant qui a été fait, je parle sous le contrôle de Marie-Lise Sarrazin, et qui a, voilà, hein, son sourire, vous... Non mais il faut le vivre. Oui, absolument, hein. absolument. Bon, il faut savoir ce que c'est. Bon, donc ça a été fait. Donc aujourd'hui, l'écoquartier est labellisé. Naturellement, il sera labellisé définitivement quand il sera fini, ce qui est tout à fait logique. Bon. Yveline Bassoul a parlé de nos actions, mais nos actions elles sont multiples, là on en a donné que quelques-unes. Hein. Ça va depuis les robinets jusqu'à... Il y a des centaines et centaines de choses. On fera un rapport chiffré que tu mettras dans le magazine municipal, hein, on synthétisera tout ça parce que c'est très important. Je voudrais dire aussi que nos écoles, et singulièrement Madiba, comme tu l'as dit, a remporté ce prix, et c'est pas complètement neutre. Voilà. Je crois qu'il faudra aussi que nous fassions l'inventaire de ce que nous avons planté comme arbre, parce que on vous fait un foin quand on en arrache un, mais personne ne se rend compte que ce sont des dizaines et des dizaines de milliers d'arbres que nous avons plantés. C'est la déco, monsieur le maire. C'est la décoration, c'est pas des arbres. Non mais attendez, je vais vous dire, monsieur Mar, je vais vous dire, dans la vie, il y a toujours des moments de vérité. Et le moment de vérité, ça va être quand je vais expliquer à la population ce que nous avons fait pendant 30 ans, ce que nous avons planté. Il y a 2 chênes centenaires qui ont été assassinés en bas. Oui, mais monsieur, ils n'ont pas été assassinés. Ils ont été décaissés et arrosés. Ils ont été malheureusement maltraités par une entreprise qui Et vous savez ce que vous m'avez dit à ce moment-là ? Qui a été condamnée. Vous m'avez dit qu'ils sont partis en jachère. Non mais attendez, monsieur Mar, 2 arbres, ça ne fait pas la ville. Ceci dit, je vous rappelle quand même, monsieur Mar, je vous rappelle quand même que la ville de Castelnau les a mis au tribunal. Hein, et nous avons eu gain de cause puisqu'ils ont été condamnés à payer des indemnités à la ville. Donc ça veut dire que nous sommes extrêmement soucieux de ces choses-là. Quand je vous ai dit, parce que vous parlez de cet arbre, mais je vous rappellerai quand même hein, que le merveilleux Nico Coulier, hein, que vous prenez, que vous passez devant chaque fois que vous vous rendez à votre domicile, hein, a coûté 300 000 € pour le sauver. Donc, je voudrais quand même que vous le sachiez, ça. Vous sachiez aussi que les arbres du bord du Lez, monsieur le maire, voilà. Les arbres du bord du Lez en bas de chez moi ont été plantés par nous et protégés. Et maintenant, ils sont magnifiques. Je ne sais pas ce que vous plantez, mais ce qui est certain, je sais ce que vous dites. Et non, mais vous ne connaissez pas les arbres. Quand vous nous dites des trucs, c'est nous qu'on plante. Je voudrais que madame m'explique juste comment planter un olivier comme symbole de la COP21. Ça, je comprends pas.
Ce que je vous demande, c'est aberrant. Attendez, une seconde, je termine ma phrase. L'olivier ne fait pas de couvert végétal, il ne capte pas de carbone, il ne fait pas d'ombre. Quand on plante des platanes, vous ne les aimez pas. Quand on plante des oliviers, vous ne les aimez pas. Je vous ai dit il y a quelques années que le singe connaissait 400 plantes. Oui, on peut, alors, si vous voulez rentrer dans cette phase-là, j'y vais, alors avec vous. Hein. Bon, pas de problème. Tous les arbres qu'on plante, une fois pour toutes, prenez des conseils. Les piels, vous ne les aimez pas. Tous les arbres qu'on plante, ils n'en trop pas grâce à vos yeux. Mais non, je ne parle pas naturellement. Simplement, je dis qu'un olivier est fait pour... Ça, alors là, vous ne les aimez pas non plus. Non, mais laissez-moi vous dire jusqu'à la fin ma pensée, parce que je suis assez ami avec Allais, le savant de Montpellier, sur les arbres, sur la forêt. Demandez à Allais, il a fait un petit bouquin pour les élus, qui est magnifique. Il explique que les élus ne connaissent pas les arbres, c'est pas votre faute. Vous connaissez, alors vous mettez un cyprès, un olivier, vous mettez un truc comme ça, un palmier pour faire plaisir aux pieds noirs, c'est n'importe quoi. Quand on met des oliviers, quand on met un olivier... Monsieur Mar, l'olivier, excusez-moi, l'olivier c'est quand même le symbole de la liberté. Et de la Méditerranée, c'est quand même l'arbre de la Méditerranée. C'est pour les touristes du Nord. Mais non, pas du tout. Voilà, la Méditerranée, le bassin méditerranéen est un écosystème particulièrement vulnérable. Il est quand même assez judicieux de planter un olivier pour le rappeler. Pour le réchauffement climatique, la COP21, le symbole de l'olivier, c'est complètement nul. Je suis désolé de vous le dire. Il fallait planter un feuillu. Monsieur, vous savez ce qu'on va faire finalement, ça va vous faire plaisir. On va aller prendre l'apéritif, il y a des olives. Vous voyez comment on est dans cette... Moi je viens ici pour être constructif, pour dire des choses que je pense vraies, parce que je me suis beaucoup documenté sur les forêts, je regrette. Et quand je vois la politique du Castelnau en matière d'arbres, j'ai envie de vous dire, attention, prenez la vie d'un mec comme Allais, un mec comme ça, pour là planter n'importe quoi. Il y a 100 variétés d'arbres, et vous en connaissez 3 ou 4. Et l'olivier c'est la tarte à la crème. Alors l'olivier c'est facile parce qu'on fait un petit trou à la pelle mécanique, on met un olivier, il ne meurt pas. Génial.